Bonsoir à tous, soyez les bienvenus. C'est un nouveau rendez-vous exceptionnel que nous vous présentons sur France 3 Aquitaine à 4 jours du deuxième tour des législatives. Qui seront les 28 députés aquitains qui vont siéger à l'Assemblée nationale? Vous le savez, ici aussi, la déferlante Macron a tout emporté sur son passage, laissant un parti socialiste en plein désarroi, une droite moribonde et un Front national en situation d'échec. Ce soir, la rédaction vous propose donc de vivre deux débats qui illustrent bien cette nouvelle donne. Nous irons dans les Landes, dans une circonscription symbolique. C'est la troisième, c'était celle d'Henri Emmanuelli, réputé imprenable, imperdable. Et pourtant, c'est bien un candidat de La République En Marche, Jean-Pierre Steiner, qui devance le socialiste Boris Vallaud. Mais d'abord, le premier débat. Il concerne la 11e circonscription de Gironde, c'est celle du Blayais, marquée par un chômage important et aussi un sentiment d'abandon qui voit s'opposer deux femmes, Edwige Diaz du Front National et Véronique Hamrer pour La République En Marche. On débute donc avec ce duel au féminin. C'est un duel inédit, République En Marche contre Front National au deuxième tour dans la 11e circonscription de Gironde. Le bastion socialiste du Blayais est tombé à l'issue du premier tour des législatives. Dans la bataille, deux femmes et tout d'abord Véronique Hamrer en tête avec 1794 voix d'avance. C'est une contractuelle de la fonction territoriale. La conseillère municipale de Comps déclare avoir eu un déclic après avoir lu Révolution et entend rassembler pour battre la candidate de l'extrême droite. Le Front National, pour moi, n'est pas un parti, n'est pas une solution, n'est pas un parti qui est dans la construction des choses. Qualifiée pour le deuxième tour également, Edwige Diaz, une jeune chef d'entreprise et conseillère régionale qui a surfé sur l'élan donné par Marine Le Pen à la présidentielle. L'objectif est aussi de rassembler pour remporter le combat des suffrages de la ruralité. Je tends évidemment la main aux Républicains pour faire barrage à la candidate du système. Je tends la main aussi aux Insoumis de Jean-Luc Mélenchon, représentés par Madame Lausson. Il reste que les 52% d'abstentionnistes seront difficiles à mobiliser, empreints de lassitude électorale ou parce qu'ils se considèrent comme les oubliés du système. Basculera pas, on en parle donc avec nos deux invités, Edwige Diaz, Véronique Hamrer. Bonsoir, merci d'être avec nous. Finalement, on vous connaît peu l'une comme l'autre. On entendait, Véronique Hamrer, vous êtes donc en tête dans cette circonscription, que finalement c'est le livre-programme Révolution d'Emmanuel Macron qui vous a convaincu, c'est ça? Vraiment ça? Alors, disons que j'ai d'abord, quand Madame Laurence Heim a rejoint en tant que porte-parole Monsieur Macron, l'ancienne journaliste qui était donc à Washington, effectivement, là je me suis dit, je vais m'intéresser d'un peu plus près à Monsieur Macron. Et j'ai commencé à lire le livre, enfin je l'ai lu d'ailleurs, et ça n'a pas été une révolution pour moi, mais plutôt une révélation. D'accord. En même temps, vous faites partie de ces 246 femmes qui sont arrivées en tête au premier tour dimanche dernier. Ça veut dire qu'il est possible qu'elles obtiennent 42% des sièges du Palais Bourbon. Ce serait un record historique. C'est aussi ce que vous voulez faire, accompagner ce mouvement? Alors, pour moi, le fait qu'on soit 42% de femmes, c'est aussi une victoire, car dans le monde politique, se positionner en tant que femme, c'est pas forcément évident. Mais ce qu'il faut mettre surtout en valeur, ce sont nos compétences et notre détermination. Alors, on va y revenir justement après. Edwige Diaz, je me tourne vers vous. Vous incarnez la dynamique du renouveau au Front National voulu par Marine Le Pen. On dit souvent, on entend même ici et là, au sein de votre parti, chez les militants et même les adhérents, que vous ressemblez beaucoup à Marion Maréchal Le Pen. Est-ce que c'est quelque chose que vous cultivez, que vous voulez, ou alors ça vous agace? Non, ni l'un ni l'autre. Pour ceux qui me connaissent depuis longtemps, ils constateront que sur les photos, j'ai la même tête depuis plusieurs années, si ce n'est quelques rides. Alors, avant d'en venir à vos divergences idéologiques, mesdames, encore un point. Vous n'avez pas jamais été élue, Véronique Hamrer. Que savez-vous du rôle de députée? Est-ce que d'ailleurs vous connaissez l'Assemblée? Est-ce que vous y êtes allée même? Je ne suis jamais allée à l'Assemblée, effectivement. Néanmoins, j'ai une idée très précise de ce que je souhaite être, mais c'est également mes électeurs, les personnes, les habitants de ce territoire qui feront
de moi un député aussi en fonction de ce qu'ils attendent de moi. On dit que si vous êtes élu, justement, avec La République En Marche, eh bien, vous allez avoir des cours dès la semaine prochaine. Une formation. Ou alors une formation. Alors qu'en attendez-vous justement? Déjà, connaître les procédures, savoir comment effectivement ça se passe. Mais vous savez, ce sont des choses qui s'apprend. Le plus important, c'est le savoir-être, c'est la pugnacité, c'est notre détermination à faire des choses pour la France et pour notre territoire. Edwige Diaz, vous êtes, vous, élue au Conseil régional depuis 1 an et demi. Oui. Député, ce sera nouveau pour vous si vous êtes élu dimanche soir. L'inexpérience ne vous fait pas peur de ce côté-là? Pas du tout, puisque c'est en forgeant que l'on devient forgeron. Je suis forte d'une expérience de conseillère régionale d'opposition face à M. Rousset depuis 1 an et demi. Par ailleurs, je suis consciente de la responsabilité et de l'engagement du rôle de député. Et je sais, par exemple, que ce n'est pas un boulot à 35 heures. Et j'entendais Madame Amrère hier dire que dimanche soir, non, elle restait dans sa famille avec ses proches, que les plateaux télé, ça suffisait. Et moi, pour moi, Madame Amrère, la politique, c'est tout le temps. C'est pas un contrat à 35 heures par semaine, peut-être comme vous avez l'habitude de connaître dans votre profession. Vous avez quelque chose à dire, Véronique Amreur? On a un devoir vis-à-vis de nos militants d'être aussi présents et que voilà. Et donc le fait d'utiliser comme ça un propos, ça ressemble bien au Front National. Mais les gens qui vous auront élu ne seront pas que les militants. Et moi, par respect, quel que soit le résultat, je me prêterai au jeu de la presse puisque les gens auront envie de nous connaître davantage. Ça veut dire que vous la voyez élue? Vous venez de dire les gens qui vous auront élu? Oui, les gens qui auront voté pour elle. D'accord. Ok. Dites-moi, Edwige Diaz, comment vous allez faire pour convaincre ceux qui vous ont abandonné la semaine dernière? Et ils sont nombreux, puisque je rappelle que dans cette circonscription, le Front National avait fait de très jolis scores lors de la présidentielle. Ce n'était pas le cas la semaine dernière, vous perdez 6 points, je crois. Mais ça nous laisse une marge de progression très confortable, puisque, en effet, entre le 2e tour des élections présidentielles et le 1er tour des élections législatives, nous avons perdu 20 000 voix. Ce qui fait qu'au-delà du rassemblement, évidemment, que je souhaite, puisque je souhaite incarner l'opposition à Macron, et non pas uniquement sur la 11e circonscription, mais aussi dans l'ensemble du département, je me dis que nous avons un véritable espoir. Il faut remobiliser les gens. Pourquoi vous les avez perdues, ces voix-là? Vous l'expliquez? Tout simplement, oui, je l'explique. C'est qu'on nous a vendu l'élection comme d'ores et déjà gagnée par Macron. Donc les gens ne se sont pas sentis impliqués, mais je peux vous dire que depuis lundi, depuis le moment où je suis arrivée en seconde position et donc potentiellement éligible à la fin de la semaine, j'ai senti un regain de dynamisme et un regain d'espoir. Vous croyez l'élection gagnée d'avance, vous, Véronique Amreur? Non, je suis qu'à 4 points du Front National. Il faut rester vigilant. 1700 voix, je crois, c'est ça à peu près? Oui, tout à fait. Il faut rester vigilant, il faut continuer à mobiliser. Et moi, j'aurais envie de dire aux personnes qui se sont abstenues, mais également aux personnes qui pensent que tout est fait. Non. Rien n'est acquis. Il faut aller voter dimanche. Pourquoi elles se sont abstenues? Justement parce qu'aussi, sur votre territoire, il y a une abstention qui est très forte. Je crois que c'est 52% de mémoire. 52%. On est d'accord. 52%. Moi, je dirais il y a plusieurs facteurs, bien entendu. Il y a donc des voix très importantes du Front National qui ne se sont pas mobilisées. Également, les personnes de la France Insoumise. Mais je dirais aussi que le mouvement En Marche a bousculé. Il a bouleversé les repères. Et je pense que les gens ont manqué de repères. Avant, on était dans un tic-tac droite-gauche qui a été complètement basculé, bouleversé. Et je pense que les personnes ne savaient plus, à un moment donné, s'il fallait voter pour l'un ou pour l'autre. Il y avait peut-être aussi un manque d'incompréhension sur ce jeune mouvement, sur ce mouvement qui va apporter un nouveau souffle d'air. Alors, vous leur dites quoi, justement, à tous ces gens qui ne sont pas allés voter dimanche dernier? Moi, je leur dis et je veux leur dire que rien n'est gagné. Monsieur Macron, c'est la démocratie. Monsieur Macron, c'est le dialogue, c'est la simplification, certes. Même si l'Assemblée sera sûrement monocolore, ce que lui reproche beaucoup aujourd'hui, ça ne vous dérange pas? Mais pourquoi c'est un reproche? Ce sont les électeurs qui nous ont choisis. Parce que 400, 415, 430 députés... Mais ce sont les électeurs qui choisissent. Donc justement, allez voter si vous voulez à un moment donné faire entendre votre voix. C'est important. Par contre, ce que je voudrais dire, c'est que nous avons l'extrême droite à la porte de la 11e circonscription.
c'est effectivement une circonscription qui peut peut-être basculer dans l'escarcelle du Front National, Edwige Diaz. Merci pour la rectification. Front National et non pas extrême droite. Vous le savez, Madame Amrer, quand nous allons déposer notre candidature à la préfecture, il y a plusieurs cases, celle du Front National et celle de l'extrême droite. Je remarque quand même que pour un parti qui se présente nouveau, avec des nouveaux visages que vous incarnez, nouveau visage, mais vieille rengaine. Hein. D'ailleurs, vous faites appel aux vieilles recettes. Le Front républicain, vous agitez les peurs. Moi, ce que je constate, c'est que... Oui, vous agitez les peurs. Remettons les choses dans l'ordre, s'il vous plaît. Remettons les choses dans l'ordre. C'est pas nous qui faisons ça. Puisque vous en êtes réduit à faire du racolage auprès des maires. Et dans votre comité de soutien, nous avons tous ceux qui ont échoué, tous ceux qui tiennent cette circonscription telle une baronnière. Quel irrespect par rapport aux maires, madame. Vous avez des maires qui sont des véritables hommes de terrain. Soyez respectueuses, s'il vous plaît. Les messieurs, dames qui vous soutiennent, ce sont eux qui faisaient mine de se battre contre vous il y a encore une semaine. Donc moi, je dis, les masques tombent. À un moment donné, nous voyons deux blocs qui s'opposent. Le bloc du système de la soumission géré en arrière par les anciens barons de la circonscription, et moi, qui n'ai pas de comité de soutien, qui n'aurai pas de renvoi d'ascenseur à faire et qui me concentrerai uniquement sur l'intérêt général. Vous voulez répondre sur cette question, Véronique Amrer? Écoutez, je ne vais pas répondre sur ces attaques qui sont absolument infondées. Je ne fais pas forcément appel aux maires, ce qui est faux parce qu'elles racontent beaucoup d'inepties. Racoler, non, c'est pas du racolage. Je fais un front républicain avec les candidats. Les anciens candidats, les candidats qui ont perdu, tout simplement. Donc il n'y a pas de racolage de maires. Et puis même, s'il y avait des appels, s'il y avait des correspondances, tous les maires, tous les élus ne sont pas des personnes qui sont là pour leur propre intérêt général, qui sont bien là aussi pour l'intérêt général. Vous reprochez Edwige Diaz à Véronique Amrer justement de vouloir peut-être séduire les maires, mais vous, où sont vos réserves de voix ? Premièrement, chez les personnes qui ne se sont pas déplacées au premier tour. Et deuxièmement, chez les démocrates qui n'ont pas envie de se retrouver avec un département de Gironde constitué de 12 députés macronistes et qui ont envie de faire confiance à l'opposition parce que c'est ça qui fera vivre la démocratie. Et en Gironde... Mais ça, ce sont des mots. Il va falloir aller les chercher. C'est ce que je leur dis, mais vous savez, j'ai un très bon écho. J'étais encore ce matin sur le marché de Blaye et les gens me disent il faut de l'opposition, c'est impensable que nous ayons un département monochromique noyé dans une masse de 400 députés, tous de la même couleur. Et en même temps, j'allais dire, si vous êtes élu dimanche, comment allez-vous faire pour exprimer ce que vous avez envie de dire, alors que vous ne serez pas dans un groupe, puisque le FN, a priori, n'aura pas de groupe parlementaire. Et pour pouvoir s'exprimer et porter des dossiers et vivre, il faut un groupe parlementaire. Ça sert à quoi, finalement, d'y aller si vous ne vivez pas au sein de ce groupe ? Je pense que je n'ai pas besoin de rappeler quel écho médiatique avait Marion Maréchal Le Pen. Aujourd'hui, à partir du moment où on fait un bon travail, où on est sur le terrain, où on porte des propositions, où on porte la voix de tous les oubliés, nous n'avons pas besoin d'un groupe, d'autant plus que voilà, tout ce qui est rare est convoité, et je pense que ça sera le cas sur notre circonscription. Qu'est-ce qui fait la différence entre vous deux, au-delà de vos familles politiques respectives? On est bien d'accord. C'est quoi la différence? Il y en a ou il n'y en a pas? Oui, il y en a plein, bien sûr. Déjà, nous sommes deux personnalités totalement différentes. Hormis nos valeurs politiques qui sont vraiment à l'opposé complète, et je le regrette bien, mais c'est comme ça. Pour ma part, moi, je suis quelqu'un du terrain. Moi, je suis quelqu'un qui vit en Haute-Gironde depuis quelques années. Je suis une développeuse. J'accompagne des élus, des collectivités, des habitants, des associations, des acteurs du privé, à travailler ensemble autour de projets en commun, à co-construire ensemble. Donc moi, j'ai cette compétence-là. C'est pour ça, d'ailleurs, entre autres, que j'ai été choisie par En Marche. Et donc, j'ai cette capacité à rassembler des gens différents de tout horizon et de les faire travailler ensemble. Alors, on va s'intéresser justement d'un peu plus près à ce territoire. Alors, je vous en prie, allez-y, puisque vous avez maintenant vos différences. Je partage un point commun avec Madame Amrer, c'est que mutuellement, nous nous respectons. Voilà. En revanche, moi je pense être beaucoup plus consciente de la responsabilité et de l'engagement d'un député. Je suis évidemment une femme de terrain et je veux dire personne sur la circonscription ne me le reproche. Je suis une chef d'entreprise, donc je sais de quoi je parle quand je parle d'économie, de difficultés des entrepreneurs, des agriculteurs, des viticulteurs. Et voilà, je suis quelqu'un ouvert d'esprit et ça je le dois à ma jeunesse. Et ma jeunesse est force de dynamisme également.
Alors, on en vient donc à ce territoire que vous tentez d'obtenir. Donc, la 11e circonscription de Gironde, c'était un territoire enclavé avec un chômage important, un chômage de longue durée. Véronique Hammereur, en tant que députée, que pouvez-vous faire pour essayer de lutter contre ce phénomène qui est prégnant et qui est là depuis des dizaines d'années, hein? Alors, on ne va pas en ânerie pour un petit moment pour débattre pour tout ce qu'on pourrait éventuellement faire. Non, mais il y a peut-être une priorité que vous souhaiteriez bien porter. Entendu, c'est lutter absolument contre notamment l'enclavement de ce territoire-là, permettre notamment à des entreprises de pouvoir s'installer, car la source de l'emploi, c'est quoi? C'est l'entreprise aujourd'hui. Mais est-ce que vous avez les moyens de les séduire, ces entreprises? Bien sûr, on a tous les ingrédients. Sur ce territoire, on a tous les ingrédients pour s'en sortir. Nous avons des espaces numériques performants, nous faisons du coworking, nous avons une pépinière de l'entreprise qui est performante. Nous avons des zones industrielles. Alors pourquoi ça ne marche pas jusqu'à présent? Mais il y a des choses qui fonctionnent, madame. Il y a des choses qui fonctionnent. Petit à petit, les entreprises ne peuvent pas, à un moment donné, s'installer toutes sur la métropole. Il faut aussi trouver peut-être des articulations, des partenariats avec la métropole et qu'on démontre que ce territoire est force de proposition et qu'il a des outils très intéressants et que les entreprises s'installent. Elles s'installent dans Haute-Gironde. Pas suffisamment encore, mais il faut à un moment donné avoir toute une politique autour de ça. Edwige Diège, sur cette question, sur cet aspect-là? Moi, je pense qu'il ne faut pas empirer, aggraver la situation. Je pense notamment aux propositions que Emmanuel Macron va nous faire passer en ce qui concerne l'augmentation de la CSG, qui va encore plus appauvrir nos seniors. Et je rappelle que le canton de l'Estuaire détient le triste record des seniors les plus pauvres de Gironde. Nos petites communes souffrent de l'abandon de l'État. Et là, si on leur enlève encore 10 milliards d'euros, je ne sais pas avec quoi elles vont boucler leur budget. Et nous couronnerons le tout si nous venons à exonérer une partie des taxes d'habitation. Donc ça, je le refuse. Par ailleurs, je propose de redonner une place prépondérante à l'entreprise en créant un guichet unique, des allègements fiscaux, une exonération de charges pour les jeunes de moins de 21 ans pour qu'ils puissent trouver un emploi, des aides pour les installations des jeunes entrepreneurs. Mais c'est du national, c'est pas du local, ça. Oui, mais la 11e circonscription n'est pas épargnée de tous ces problèmes nationaux, et je dirais même pire qu'elle les cristallise. C'est pour ça que nous avons chez nous 2% de plus de chômage que la moyenne nationale, et que nous détenons le triste record. Parmi les 15 communes les plus touchées par le RSA en Gironde, il y en a 6 dans notre circonscription. Mais quel est le dossier spécifique que vous pourriez porter éventuellement à Paris de la 11e? Il n'y en a pas? Oh si, il y en a beaucoup. Je pense notamment au désenclavement. Aujourd'hui, maintenant, on met plus de temps pour faire 11e circonscription Bordeaux que bientôt pour faire Bordeaux-Paris. Donc il faut travailler à l'irrigation de notre territoire, à la mise en place de la couverture Internet pour que les entreprises aient confiance dans notre territoire qui est plein de richesses et plein de bonne volonté et que nous puissions réussir le tiercé gagnant. Véronique Hammereur, sur cette question du désenclavement? Oui, tout à fait. De la fracture aussi, hein, territoriale, quelque part. Oui, absolument. Il faut amener déjà des personnes à venir sur notre territoire, mais il faut aussi permettre à nos habitants de pouvoir sortir du territoire. Et là-dessus, nous avons un point commun. Essayer, ce que veulent les gens à un moment donné, c'est de la réactivité, c'est de pouvoir aller à Bordeaux rapidement. Et pour ça, sur ce territoire, on a un atout extraordinaire. On a le ferroviaire, on a surtout le fluvial. Alors, ce que je voudrais aussi dire, c'est que moi, je ne vais pas venir pour réinventer la poudre. Il y a déjà eu plein de dossiers, plein d'études, plein de diagnostics qui ont été réalisés. Moi, ce que je veux, c'est d'abord de comprendre, c'est approfondir, mais aussi comprendre qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, parce qu'il y a des choses qui n'ont pas fonctionné. Un mot sur la centrale nucléaire de Brault et Saint-Louis, c'est dans votre circonscription. Bon, alors forcément, c'est une politique gouvernementale qui gère tout cela, mais quand même, votre avis à toutes les deux, c'est l'une des plus vieilles et elle a été mise en service en 1981. Son avenir se pose donc. Vous, à titre personnel, en tant que député, si vous l'êtes demain, qu'est-ce que vous dites ? Alors, ce n'est pas à titre personnel. Ça sera d'abord en concertation avec les experts, bien entendu avec aussi la nationale, mais c'est surtout les experts. Il faut savoir que c'est un vrai sujet qui est fondamental sur notre territoire, parce que c'est source d'économie, d'emploi, mais également de lien social. Et il faut absolument, d'ores et déjà, et très rapidement, prendre ce dossier à bras-le-corps. Pareil, il y a eu des dossiers d'éoliennes, des tentatives de réflexion sur des transitions énergétiques. Il faut les continuer, mais surtout, il va bien falloir à un moment donné prendre des décisions et trouver une transition, le temps qu'effectivement on puisse trouver d'autres solutions pour l'avenir de cette centrale. Votre avis à vous, Edwige Diège, dans cette 11e circonscription de Gironde qui abrite donc la centrale?
Oui, de en Blaye. effet, les personnes y sont très attachées puisque c'est un bassin d'emploi qui représente plus de 2000 personnes. Moi, mon grand-père y travaillait et voilà, ça fait partie de l'identité locale. Et qui a été une manne financière aussi. Oui, oui. C'est évident. Une manne financière, évidemment. oui, sur une partie du territoire. Nous, au Front National, nous sommes pour l'investissement, pour la recherche, et nous voulons investir dans le grand carénage et dans le projet ITER, de manière à ce que nous puissions consolider cette centrale, la rendre plus sûre. Et voilà, moi, je lis dans le programme de Macron qu'il veut réduire de 50% d'ici à 2025 sa dépendance énergétique au nucléaire. Nous, au Front National, nous voulons plutôt réduire notre dépendance énergétique de l'extérieur et garder notre indépendance énergétique. Évidemment, des projets d'éoliennes ont été proposés. Nous nous opposons à ces éoliennes qui défigurent notre paysage, engendrent un effondrement de l'immobilier, sont très destructeurs pour les oiseaux migrateurs, et là je pense notamment aux chasseurs. Et pour remplacer la centrale, il faudra environ 3600 éoliennes. Donc aujourd'hui, nous ne pouvons pas nous passer de cette centrale, et donc c'est pour ça que je lutterai tout ce qui est en mon pouvoir pour la maintenir. Un mot là-dessus, sur ce que vient de dire Edwige Diaz. Alors, le grand carénage, c'est quelque chose qui, vous n'allez pas l'inventer, c'est déjà en cours. Il y a déjà des dispositions par rapport à ça. Il faut l'encourager. Ce qu'il faut surtout savoir, c'est que la centrale du Blayais, aujourd'hui, elle alimente l'ancienne Aquitaine. Et qu'il est évident qu'elle ne va pas s'éteindre comme ça du jour au lendemain, c'est impossible. Parce que du fait qu'effectivement, elle distribue l'électricité à l'ancienne Aquitaine. Donc, et il n'y a pas à côté, à part Golfech, la plus près, pour pouvoir alimenter cette centrale-là. Donc, il faut accompagner cela. Et je crois, moi, aussi également au projet ITER, donc, qui est à la fusion. On est sur donc, de l'atome hydrogène. Les centrales, elles ont été mises en place après 70 ans de recherche. Là, au niveau du projet ITER, c'est quelque chose qui dure depuis quelques années, et j'y crois. Et je pense qu'effectivement, il faut absolument accompagner cette recherche-là, parce que la solution, elle est là. Dans cette 11e circonscription de Gironde, il y a aussi beaucoup de viticulteurs, vous n'allez pas me démentir, qui ont connu des situations difficiles ces dernières semaines avec les aléas climatiques. Là encore, quels sont vos projets pour eux, pour cette filière qui est en souffrance, Edwige Diaz? Moi, je pense que les viticulteurs font partie de notre joyau national. C'est pour ça que la France rayonne à l'international grâce au vin. Donc évidemment, c'est une filière identitaire territoriale, pourvoyeuse d'emplois, qu'il faudra soutenir. Je pense ça fait partie des propositions économiques que je soumettais tout à l'heure, en ce qui concerne, par exemple, l'exonération sur les plus-values à l'occasion des transmissions des entreprises de plus de 7 ans, pour faciliter les reprises et les transmissions, des allègements de charges pour les jeunes agriculteurs. Et en ce qui concerne le gel, évidemment, l'État ne doit pas trahir ses viticulteurs. Il doit s'engager auprès d'eux. Ça veut dire, moi, je pense que nous perdons beaucoup d'argent avec l'Union européenne et nous pourrions réemployer ces milliards que nous perdons dans le gouffre européen pour soutenir nos viticulteurs. Véronique Emmerer. Alors pour un parti qui est contre l'Europe, qui veut fermer les frontières, vous parlez bien de l'international, Madame Diaz. Donc effectivement, on est bien d'accord là-dessus. Notre vin est exporté et il continuera à être exporté parce qu'effectivement, ça fait partie de notre culture et de notre patrimoine. Par rapport à... Mais pour les aider concrètement. Oui, je reviens. Donc pour les aider concrètement, moi, c'est ce que je leur ai dit hier. J'ai rencontré un syndicat dans le Blayais. Je ne suis pas du monde de la viticulture. Par contre, j'ai bien conscience que, pareil, c'est un sujet fondamental sur notre territoire puisqu'ils sont source aussi d'emploi, de lien social, tourisme, œnotourisme. Ils sont importants. Et donc, pour les écouter, j'ai besoin, à un moment donné, d'être accompagnée aussi par eux pour qu'à chaque fois qu'il y a des choses à faire remonter, des choses qui poseront problème, dont notamment, par exemple, nous aurons un devoir, entre autres, d'alléger les normes, de pouvoir leur permettre de pouvoir accéder à des dossiers plus facilement parce que ils sont victimes des lourdeurs administratives. Et c'est ce qui fait aussi qu'en France, nos administrations ne sont pas suffisamment réactives. Et c'est une de leurs demandes, entre autres, de pouvoir être allégées et accompagnées sur un plan administratif. Ça, c'est quelque chose de très concret, de très pragmatique, qu'on peut très bien facilement mettre en place. Vous êtes d'accord ?
Oui, je suis tout à fait d'accord, d'autant plus que je participais hier également au débat avec les viticulteurs. Et moi, je leur disais que nous avons besoin d'exporter, évidemment. Là, nouveau visage, vieille rengaine, les frontières au Front National. Bon, passons. Voilà, je suis tout à fait consciente que nous rayonnons à l'international, que nous avons besoin d'aider nos viticulteurs, favoriser aussi les circuits courts et que l'État s'engage. Moi, j'ai été absolument révoltée l'année dernière quand j'ai vu que le vin officiel du Tour de France était un vin chilien. C'est pas possible. Elle nous la sort à chaque fois. Oui, mais en même temps, ça ne vous révolte pas, vous? Mais non, ça ne me révolte pas, parce que s'il est bon, s'il est bon, pourquoi pas? On peut partager. Que ce soit un vin du Blayais. On peut partager. Et moi, je suis pour le pluralisme culturel, Madame Diaz. Au détriment de nos savoir-faire locaux. Mais on le notera. Mais non. Alors, pour reprendre un petit peu sur les circuits courts, sur le territoire, moi-même, je fais partie, donc, je suis directrice d'un centre intercommunal d'action sociale. Je travaille avec les collectivités. Je peux vous dire qu'à chaque fois qu'on passe, par exemple, un marché sur du portage de repas, nous sommes extrêmement attentifs à cela et nous travaillons uniquement qu'avec des producteurs locaux. Je voudrais qu'on revienne, Véronique Hammerer, à La République En Marche, que vous représentez donc dans cette 11e circonscription de Gironde. Vous avez, comme les autres, signé une charte d'engagement. Que devez-vous à Emmanuel Macron? Je dois à la France, madame. Je dois aux électeurs, je dois aux habitants d'un territoire. Ça, je dois de mon temps, de ce que je suis, de ce que je souhaite être auprès d'eux. Et ce que je dois à M. Macron, c'est cette aventure extraordinaire que je n'aurais jamais cru que dans 6 mois auparavant, j'aurais pu être là aujourd'hui devant vous pour éventuellement brider une place de député. Mais au-delà de tout ça, moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est travailler sur un territoire, faire avancer un territoire pour les habitants et pour l'intérêt général. Derrière ma première question, il y a celle-ci également, c'est-à-dire, est-ce que vous serez capable de dire non? Et bien sûr que je suis capable de dire non. C'est la question qui se pose, vous l'avez entendu, on n'invente rien. Mais ce n'est pas un non de résistance, c'est un non constructif. Si jamais je suis amenée à dire oui, j'expliquerai pourquoi je dis oui. Que si je suis amenée à dire non, je dirai pourquoi effectivement je ne suis pas d'accord. Mais M. Macron est quelqu'un du débat. Il ne faut pas penser à un moment donné que parce qu'il y aura une grande majorité, il n'y aura pas de débat. Le débat aussi, il peut venir de la rue, il peut venir de nos électeurs, de nos associations, sur le terrain. C'est des choses qu'il faudra que je fasse remonter. Edwige Diaz, quel député serez-vous? Une députée qui dit les choses quand elle a besoin de les dire, une députée force de proposition. Et moi, je ne me noierai pas dans un magma de 400 députés, donc ma voix sera entendue. Vous demandiez ce que Mme Hammerer doit à M. Macron, elle doit tout. Le terrain que je fais, les gens ne vous connaissent pas. Si vous n'aviez pas l'étiquette Macron... Vous connaissent-ils davantage, Edwige Oui, je pense d'autant plus, oui, parce que mon travail est reconnu, mon expérience de conseillère aussi est reconnue. Je suis sur le terrain depuis des mois, ça fait pas 3 semaines que je sais que je suis candidate. Donc oui, je pense que la différence est indéniable. Et moi, je serai la députée représentante de toute l'opposition à Macron. Je ne suis pas exclusivement la candidate du Front National. Je représente aujourd'hui la possibilité d'offrir une opposition à Macron sur le département de la Gironde. C'est ce que vous reprochez finalement à votre adversaire. Votre priorité, ce sera laquelle, si vous êtes élu? La proximité, le terrain, l'écoute et l'apprentissage. Et vous vous battrez contre quoi? Contre le système. Véronique Hammerer? Ma priorité, d'abord en tant que députée, c'est de bien comprendre la fonction de député, mais surtout et avant tout, ça va être de rassembler des élus pour bien leur faire comprendre que sur ce territoire, il est important de travailler ensemble dans l'intérêt de notre territoire pour porter ensemble les grands sujets de ce territoire-là. Merci, mesdames, d'avoir accepté cette confrontation donc, en ce qui concerne la 11e circonscription de Gironde. Merci à vous. Merci. C'est l'autre question de cet entre-deux tours. Le Parti socialiste est-il condamné à mourir? Question légitime, y compris chez nous, en Aquitaine, terre historiquement ancrée à gauche. Une chose est certaine, son pronostic vital est fortement engagé, y compris dans ces bastions. C'est le cas des Landes. Dans les 3 circonscriptions du département, le mouvement d'Emmanuel Macron est arrivé en tête. Focus donc maintenant sur la 3e. Elle est symbolique, c'est le fief
d'Henri Emmanuelli, décédé en mars dernier, grande figure de la gauche du Parti socialiste, ancien président de l'Assemblée nationale. Il a été un député qui a beaucoup compté. Sa forteresse est restée imprenable pendant plusieurs décennies. Ce n'est plus forcément vrai aujourd'hui. Reportage. Avec 120 000 habitants, la 3e circonscription des Landes est la moins peuplée du département. Elle est tournée vers l'agriculture, l'élevage du bœuf de Chalosse et du canard qui subit depuis décembre la crise aviaire, un thème récurrent de la campagne des législatives. En tête, avec 34% des voix, Jean-Pierre Steiner, candidat pour La République En Marche. Cet ancien commissaire de police, novice en politique, installé dans les Landes depuis 10 ans, fait son analyse sur les abstentionnistes. Ils se sont abstenus parce que peut-être, d'abord aussi comme nous, ras-le-bol de la politique, ça a été très long cette campagne. Il y a des éléments qu'on n'a pas compris, qu'on ne veut plus voir. Donc moi j'ai surfé, passez-moi l'expression, sur la levée de ces clivages. Avec 25% des voix, Boris Vallaud fait partie des rares socialistes qualifiés au 2e tour. Ce haut fonctionnaire landais veut rassembler. C'est une nouvelle bataille qui s'engage pour rassembler la gauche et puis pour aussi avoir des députés qui puissent apporter aussi la contradiction à un gouvernement qui sera très monolithique. Malgré tout, il sera très difficile de récupérer les voix de la France insoumise. Elle ne veut pas d'alliance ni de ralliement. Qui succédera à Henri Emmanuelli qui a tenu le siège de la 3e pendant 39 ans? Réponse dimanche soir. Et oui, qui, après Henri Emmanuelli, l'ancien patron des Landes, avait misé sur vous, Boris Vallaud, pour lui succéder. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous sur ce plateau. J'imagine qu'ensemble, avec Henri Emmanuelli, avant son décès, vous avez beaucoup parlé de cette circonscription, de ce projet que vous avez mûri. Que vous disait-il de son territoire, de ce territoire? Écoutez, il me disait que c'était un territoire pour lequel il fallait se battre. Parce qu'il avait une exigence, c'est que ce département soit toujours un peu plus grand que ce qu'il est vraiment. C'était un petit département, mais qui avait toujours le plus grand, toujours le meilleur, qui était un territoire d'innovation, un territoire d'ailleurs d'innovation dans tous les domaines, dans le domaine économique, social, dans le domaine éducatif. Et sa préoccupation, c'était de poursuivre cette histoire, cette dynamique. Et ce que transmet Henri Emmanuelli, ce n'est pas une nostalgie. Ce n'est pas un mémorial qu'on fleurira tous les ans. C'est une exigence, celle d'exiger le meilleur et de se projeter dans l'avenir et de construire notamment l'avenir de nos enfants. Est-ce que c'est un point commun que vous avez avec M. Boris Vallaud, Jean-Pierre Steiner? Vous êtes donc le candidat de la majorité présidentielle, arrivé en tête sur cette circonscription des Landes. Oui, je partage. Je partage, mais ce que j'aurais voulu faire passer comme message, c'est que cette élection législative qui va entraîner ce 2e tour, donc le successeur au député sortant, n'a rien de pareil à ce qu'elle était avant. C'est-à-dire ce non-cumul des mandats. Et ici, dans cette 3e circonscription, c'est un point fort, parce que le député sortant a accumulé en même temps les mandats du conseil départemental. Et je pense qu'il convient aussi de savoir faire la différence entre les avantages qui revient au département de ceux qu'on nous demande aujourd'hui, nous, futurs députés, de travailler dans la législature. Pourquoi vous ne citez pas le nom d'Henri Emmanuelli, M. Steiner? Mais ça ne me gêne pas du tout de le citer, mais je pense que nous sommes là. Moi, je ne prends pas, je dirais, l'héritage. Je comprends parfaitement que Boris Vallaud puisse, parce qu'il a été appelé à ce titre, l'en revendiquer, si vous voulez. Moi, je ne me place pas du tout sur cette position-là. Comme je vous le dis, je me place sur une position nouvelle d'un candidat de la société civile, qui souhaite succéder pour exercer exclusivement donc des fonctions de législateur. Alors, Boris Vallaud, vous êtes donc candidat socialiste dans cette 3e circonscription des Landes, en ballotage, il faut bien le dire, défavorable, avec 9 points de retard. La faute à qui, d'après vous? Ou la faute à quoi? Écoutez, c'est les circonstances nationales, c'est la suite des élections présidentielles, c'est une vague qui est très forte, celle de La République En Marche. Voilà, et en même temps, j'étais le candidat d'un parti qui était arrivé 5e
aux élections présidentielles dans le département des Landes. Je suis aujourd'hui deuxième. Vous avez été secrétaire général adjoint de l'Élysée. Est-ce que finalement vous ne payez pas peut-être votre attachement aussi quelque part à François Hollande? Écoutez, vous savez, je crois qu'on ne paye jamais la loyauté et la fidélité. La fidélité, vous savez, ce n'est pas quelque chose qui s'apprend dans la fréquentation des grands philosophes, visiblement. Moi, vous savez, j'ai choisi d'être un haut fonctionnaire loyal. Je crois que c'est pour ça que nous sommes désignés et que nous sommes payés. Et puis, je ne crois pas que c'est porté tort à celui qui a été mon immédiat prédécesseur, qui est devenu président de la République. Il vous a appelé d'ailleurs, François Hollande, dimanche soir. Il en a appelé certains. Non, il ne m'a pas appelé, non. On vous reproche aussi parfois un manque de notoriété. On vous dit même que vous êtes un peu un parachuté. Ça vous agace, ça? Oui, écoutez, vous savez, on est toujours comme le disait Tahar Benjeloun, je crois, on est toujours l'étranger de quelqu'un. Et moi, je laisse cet argument à l'extrême droite. Vous savez, moi, mon attachement Hollande, il est viscéral. C'est l'histoire de ma famille. C'est un département que je connais bien et pour lequel je trouve du sens à me battre. Et d'autant plus que, oui, c'est un département qui peut être fier de cet héritage, même si certains ont le désir de s'en défaire, de le liquider. Moi, je n'ai pas ce désir-là. Je souhaite le cultiver, le faire grandir. Et comme M. Steiner, je n'aurai pas d'autre mandat. Je serai moi-même législateur. Mais un législateur qui sera soucieux de son territoire, soucieux de défendre les dossiers landais, parce que c'est important, parce que nous avons des enjeux, des grands dossiers qui nous font face. On en parlera peut-être tout à l'heure, la grippe aviaire, le village Alzheimer, l'avenir des services publics. Il faut des députés aussi qui soient capables de taper du poing sur la table et de dire non quand il le faut. Justement, Jean-Pierre Steiner, vous êtes novice en politique. Est-ce que vous serez, si demain vous êtes élu, capable de taper du poing sur la table? Capable d'appréhender le travail législatif? Oui, pour taper le poing sur la table, je pense savoir faire. Quant aux novices, non, aux novices, nous sommes deux novices. Hein. Boris Vallaud n'a pas plus d'expérience de député que... Mais il connaît peut-être les arcanes. C'est peut-être son... Il connaît justement les arcanes que nous voulons changer. Voilà. C'est celle-là, arcane, qu'il connaît. Nous sommes évidemment pour changer ses usages. Emmanuel Macron en a tiré une expérience, que le poids des appareils politiques était plus des inconvénients et des freins à avancer, ce qui l'a d'ailleurs poussé à quitter ce gouvernement et à se lancer dans l'émergence de ce mouvement. Donc je ne peux pas, évidemment, adhérer à autre chose que ce mouvement-là. Ensuite, sur la représentation, oui, je reconnais, justement, je reconnais la loyauté de Boris Vallaud dans les fonctions qu'il a occupées auprès de l'ancien président de la République. Mais ce que je ne reconnais pas, ou plutôt ce que je ne comprends pas dans le paradoxe socialiste, c'est qu'on sait en fait pourquoi ce président de la République ne s'est pas représenté. Il ne s'est pas représenté parce qu'il était en souffrance, il était en détresse du combat que lui ont mené des frondeurs. Or, M. Vallaud, malheureusement, se retrouve... Et Emmanuel Macron. Et des frondeurs. Et Emmanuel Macron. Il a démissionné du gouvernement. Au contraire, il a fait l'objet de contestations. Pour en terminer, excusez-moi, une minute. Or, M. Vallaud est quand même le candidat du canton que je qualifie être la capitale de la fronde. Alors, on peut peut-être le laisser répondre. C'est assez intéressant parce que c'est le canton d'Henri Emmanuelli. Il y a manifestement un désir de liquidation d'Emmanuelli. C'est le désir de la droite dans ce département, avec lequel M. Steiner est allié aujourd'hui. Je n'en fais pas le reproche, je le constate. Moi, j'ai fait un vrai choix de courage, celui d'être en accord avec mes idées, avec mes valeurs. Mais je regarde l'état de la gauche, l'état de la social-démocratie partout en Europe, avec le même regard critique que beaucoup. Je sais pourquoi nous nous sommes plantés sur bien des sujets, pourquoi nous n'avons pas su expliquer certaines de nos politiques. J'ai un regard critique et je sais qu'il y aura beaucoup à refonder. Mais je ne le fais pas en liquidant, en essayant de me décrasser de ce que je suis, de mes convictions, de l'histoire longue de la gauche. Parce que mon honneur, celui de la gauche, c'est dans la tempête, quand le drapeau est au sol, de le reprendre. Et moi, c'est ce à quoi je m'engage. C'est tellement plus facile de renoncer à ce que l'on est. Ce que j'aimerais comprendre, Boris Vallaud, c'est que vous avez succédé donc, à Emmanuel Macron, à l'Élysée, au poste de secrétaire général adjoint. Vous auriez pu ou pas pu du tout être macroniste. Pourquoi vous ne l'êtes pas? Écoutez, pour tout vous dire, je le connais fort bien. Il m'avait proposé d'être son directeur de cabinet quand il est devenu ministre. Je l'ai refusé parce que précisément, beaucoup nous séparaient. Beaucoup nous séparaient et moi je ne cédais pas. Vous trop à gauche, lui trop à droite, c'est ça? Pour faire simple. Je ne sais pas si on est trop à gauche ou trop à droite. J'étais à gauche et il était tenté par une pente qui était libérale et qui ne me paraissait pas convenir aux exigences du pays, à la situation sociale. Je ne crois pas à la liberté sans égalité, sinon c'est la loi du plus fort. Je crois qu'il faut se méfier de ce qui pourrait laisser les plus démunis au bord du chemin. Et voilà, beaucoup nous séparaient.
et je n'ai pas, par convenance personnelle, faim de suivre Emmanuel Macron dans son aventure. Jean-Pierre Steiner, on connaît le parcours de Boris Vallaud, beaucoup moins le vôtre. Vous êtes donc un ancien commissaire de police. Vous êtes installé dans les Landes depuis une dizaine d'années, c'est ça? Oui, une vingtaine d'années. En gros. 97. Avant de rejoindre les rangs d'Emmanuel Macron, vous étiez plutôt de quelle tendance politique? Non, mais là, je suis complètement interpellé parce que de tendance politique, moi, je pense... plutôt à gauche, plutôt à droite, plutôt au centre? Non, moi, je dis clairement, je pense... j'ai un esprit de socialiste d'ouverture. J'ai jamais fait de politique de ma vie. Je ne suis pas encarté. Je me suis adhéré à aucun parti. Quand j'entends bon, évidemment, de droite, pourquoi? Parce que ce mouvement est composé lui-même d'engagement de personnes, de la société civile d'ailleurs, quelle que soit leur opinion politique. D'ailleurs, nous ne sommes jamais interrogés quand on s'est rassemblés. Est-ce que tu es de droite? Est-ce que tu es de gauche? Nous voulons lever ces clivages. Nous pensons que ces clivages sont un obstacle aujourd'hui. Nous avons vu se construire dans le dernier quinquennat et à la dernière Assemblée nationale des clivages qui ont empêché les réformes de fond de parvenir à leur fin par des oppositions principalement de lignes de partis politiques. Et ça, nous espérons que maintenant, dans ce mouvement qui rassemble toute la diversité des opinions, de droite, de gauche, du centre, pouvoir s'entendre et se réunir sur un programme, quelles que soient nos opinions. Voilà, donc je pense que le débat de droite ou de gauche, pour nous, il n'a plus lieu. Enfin, Édouard Philippe, il est de droite, hein, Premier ministre. Oui, mais d'autres sont aussi de gauche. Le Drian n'est pas de droite. Dans notre mouvement, nous avons des gens de droite et de gauche. Donc, je veux dire, cette idée de clivage, cela, nous l'avons abandonnée. Et d'ailleurs, un de mes thèmes, c'est de lever les clivages. De cette troisième circonscription des Landes, une réponse, Boris Vallaud. Non, moi, écoutez, je veux bien. On nous promettait... dans ce gouvernement, d'avoir le meilleur de la gauche, le meilleur de la droite. Moi, ce que je vois du projet de réforme du droit du travail par ordonnance, des projets pour l'école, des projets de fiscalité pour les retraités, c'est que pour l'instant, on nous propose le pire de la droite. Et quand je regarde un certain nombre des premiers projets de ce gouvernement, je pense à cette loi de moralisation de la vie publique, que j'accompagnerai si je suis élu, avec volontarisme. J'en suis d'autant plus convaincu, et mon appui sera d'autant plus nécessaire, que le Premier ministre lui-même, en 2013, n'a pas voté la loi sur la transparence et s'était fait épingler par la haute autorité. Je prétends être plus convaincu que lui. Sur la loi de transition énergétique, il n'avait pas voté. Je serai du côté de ceux qui prendront des initiatives. Moi, je veux bien que tout se vaille, que tout soit égal. Mais méfions-nous de la grande duperie qui nous conduirait finalement à faire une politique de droite, de régression sociale, avec le sourire de la gauche. Alors justement, comment convaincre vos électeurs ou les électeurs dans cette troisième circonscription des Landes? Vous êtes en retard, 9 points, je le disais au début de ce débat. Comment les attirer, les séduire? Vous savez, ce Steiner disait que les Landais, peut-être singulièrement dans le canton de Mugron, ne sont pas des gens résignés. Ce ne sont pas des gens qui cèdent à la fatalité. Ce ne sont pas des gens qui aiment faire comme tout le monde. Ils ont le goût de la typicité, de la tradition, de la différence. Et beaucoup ne sont pas allés voter, entre parenthèses. Et je crois qu'ils le feront valoir dimanche prochain. Qu'est-ce qui est en jeu? Qu'est-ce qui est en jeu fondamentalement? Ce n'est pas de savoir si le président de la République aura une majorité. Elle sera très large, on le sait. La question qui est posée, c'est de savoir si face à cette majorité pléthorique, aux ordres, qui abdique sa réflexion critique, qui abdique son pouvoir de contradiction. Boris Vallaud, auriez-vous dit la même chose si c'était le PS aujourd'hui à la place d'Emmanuel Macron, avec une possibilité de 400, 420, Je l'aurais dit de la même manière, parce que je suis un démocrate, parce que je suis attaché au pluralisme, parce que, pour répondre à une question qui nous a été posée, et nous sommes d'accord sur ce point, ce matin, je suis pour l'introduction d'une dose de proportionnelle dans les élections. Parce qu'il n'est pas... toujours, mais personne ne le fait. Et oui, mais là, la gauche, la droite, le PS... Mais là, nous le verrons. On verra. Je pense qu'on est d'accord pour s'orienter. Et si je suis député, j'appuierai cette initiative-là. Il faudra bien d'autres réformes institutionnelles pour regagner la confiance de nos concitoyens. Donc moi, je leur dis, attention, ne vous enfermez pas dans un parti unique, ne vous enfermez pas dans le monolithisme politique. On a besoin de pluralisme, on a besoin de contre-pouvoir, on a besoin de contradictions. C'est de ça que la démocratie vit. Et quand on en manque, eh bien, on n'avance pas, on recule. Alors, on vous a bien compris, Boris Vallaud, mais justement, Jean-Pierre Steiner, est-ce que ce n'est pas un problème, ce culte de la personnalité, par rapport à Emmanuel Macron?
C'est pas le culte de la personnalité. Je reviens sur cette assemblée monolithique dont il serait à l'origine finalement de cette adhésion et qui pourrait représenter un danger. Cette assemblée à large majorité, le quinquennat précédent l'a connu, à l'Assemblée nationale. Pas de cette ampleur, hein, si ça se confirme le dimanche prochain. À l'Assemblée, ils avaient les pleins pouvoirs pour tout voter. À l'Assemblée nationale, au Sénat, au gouvernement, où là il n'y avait pas de ministre donc, de droite, un président de la République. Et puis j'entends aussi que ça pourrait gêner sur un point de vue national, mais que là, je vais prendre l'exemple du conseil départemental, c'est une assemblée monopolitique. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que, pour la plupart, la majorité aussi, une large majorité d'élus socialistes, et ça ne gêne pas le fonctionnement au niveau territorial. Pourquoi ça gêne au conseil départemental? Oui, au conseil départemental. Moi, je trouve ça utile à la démocratie, je le dis hollandais, à ceux qui ne sont pas allés aux urnes. Parce que ce qu'il faut d'abord dire, c'est qu'on a un grave problème démocratique. Oui. Quand il y a un Français sur deux qui ne va pas voter, ça donne la mesure de la crise de la démocratie, de la perte de confiance vis-à-vis des représentants. C'est un problème qui nous concerne tous les deux et qui concerne chacun de ceux qui se sont présentés partout en France. Eh bien, il faut leur dire aux urnes, il faut leur dire aussi, ne laissez pas une assemblée sans pouvoir de contradiction, sans pouvoir d'opposition, sans pouvoir de proposer des choses alternatives. Voilà, mais j'allais vous le dire, Boris Vallaud, on a l'impression que rien n'imprime chez les électeurs parce que les affaires type Ferrand, ça glisse. La réforme du Code du travail qui sera la mère des batailles cet été, pareil, idem. Eh bien, vous avez raison, c'est une bonne occasion maintenant d'en parler. La CSG, même scénario. Vous avez raison d'en parler. Rien n'imprime. Vous avez raison d'en parler. Parce qu'il faut parler. Je suis pas sûr qu'il n'imprime pas. Il faut parler des vrais sujets. Il faut parler des vrais sujets. Oui, mais je ne suis pas sûr qu'il n'imprime pas. Mais commençons effectivement par ce que vous dites. Vous êtes en train d'évoquer l'augmentation de la CSG des retraités. Écoutez, je trouve ça particulièrement injuste. On va abaisser le pouvoir d'achat des retraités. On sait ce qu'est le niveau des retraites. Et dans le même temps, on va baisser l'ISF pour les fortunes boursières. Il y a un problème d'équité et de justice sociale qui est dramatique. Et moi, je le dis parce que j'ai vu les retraités. Vous allez vous y opposer. Vous ne voterez pas l'augmentation de la CSG des retraités. Je l'entends. Vous ne voterez pas? Moi, bien sûr, je vais voter le programme que nous défendons. Mais par contre, vous ne direz jamais non à Emmanuel Macron au sein de l'Assemblée ? C'est pas une histoire de dire non. C'est au sein de ce programme, contrairement à ce que j'entends, dans toutes les réformes que nous allons... Il y a une réponse qui est franche. Vous augmenterez la CSG des retraités et vous baisserez les impôts pour les plus riches. Je vais effectivement... Mais je voudrais d'abord m'expliquer, je voudrais d'abord contredire le fait que cette augmentation de la CSG entache le pouvoir d'achat des retraités. C'est faux. Cette augmentation de la CSG, elle est faite pour augmenter le pouvoir d'achat et compenser justement la baisse des charges sociales pour les retraités, qui seront données. Les retraités, ils ont déjà pesé quand ils étaient actifs. Non. Alors, ce sont des retraités qui, jusqu'à 1000... On aborde les thèmes de cette troisième circonscription des Landes. Non, mais je voudrais finir, M. Vallaud. Les cotisations de l'augmentation de la CSG va impacter des retraités dont la retraite sera supérieure à 1 400 €. Je voudrais finir. En dessous de 1 400 €, il y aura une exonération. Il n'y aura pas d'augmentation de cette... Alors c'est 1 200 € et on est riche à 1 200 €. Non, je ne dis pas qu'on est riche, mais c'est déjà un premier point. Ceci étant, dans le même temps... Monsieur Vallaud, si je voudrais terminer, s'il vous plaît. Ceci étant, sur les 5 ans précédents, il était possible aussi de chercher une solution pour revaloriser les retraites. Elle n'a pas été trouvée. Nous en trouvons une. Ce que je ne connais pas actuellement, c'est quel est le programme du Parti socialiste quel est le programme du Parti socialiste actuellement qui permet de relever les retraites. Quel est le programme qui permet de relever ce programme? Il est parti en même temps que le revenu universel, en même temps que le candidat à la présidence de la République socialiste. Nous avons un programme. Je reconnais que nous entendons des contestations. Un programme qui va accroître les inégalités. Ne racontez pas que vous allez aider le pouvoir d'achat des retraités en augmentant la CSG. Ces augmentations sont faites pour... Ça n'est pas vrai. Ces augmentations de CSG sur ces tranches sociales sont faites pour permettre d'augmenter le pouvoir d'achat et de compenser la baisse des charges sociales de chômage et de maladie qui vont être appliquées aux salariés actifs. On a bien compris que vous n'étiez absolument pas d'accord. Chacun s'en rendra compte le moment venu. Les retraités qui paieront plus de CSG ne vont pas avoir leur pouvoir d'achat augmenté. Ça n'est pas vrai. Qu'on s'intéresse, s'il vous plaît, messieurs. Vous ne pouvez pas le soutenir. Sur la loi travail, pour la protection sociale, nous ne toucherons pas à l'augmentation de la
TVA. Alors, voilà. En contrepartie, il fallait trouver des solutions et les retraites inférieures à 800 € seront portées à 900 €. Jean-Pierre Steiner, vous l'avez déjà dit. Vous l'avez déjà dit. On va pas donner 100 € de plus aux augmentations des retraites de 800 à 900 €. Je voudrais qu'on s'intéresse à quand même un secteur qui est en souffrance dans votre circonscription, la 3e donc des Landes, c'est l'élevage, les éleveurs de canards. Ils ont été confrontés à 2 crises de grippe aviaire. Ils ont beaucoup souffert, les trésoreries sont mises à mal, il y a beaucoup de souffrance. Ce matin encore, ils ont manifesté à Auch dans le Gers pour réclamer les aides promises par l'État. Que pouvez-vous faire pour eux et pour faire entendre leur voix? La première chose, importante. Hein. La première chose que l'on peut dire, vous avez raison de le dire, la crise est économique et le drame est humain. Ce que vivent aujourd'hui les éleveurs de canards et l'ensemble de la filière palmipède est gravissime. Parce que vous avez aussi les entreprises. Qu'est-ce que nous avons déjà fait? Qu'est-ce que j'ai déjà fait moi? Je m'étais battu pour qu'il y ait ces indemnisations. L'exécution est défaillante. Le nouveau ministre a annoncé le calendrier de versement. C'est heureux, tant mieux. Qu'est-ce qu'avait fait le Conseil général devant ces retards? Il a donné des facilités de trésorerie, des avances de trésorerie. Il y a 200 dossiers qui ont été demandés aujourd'hui. Ce qu'il faut faire, c'est exiger une administration efficace. Parce que vous avez les moyens de le faire, justement? C'est au ministre de l'Agriculture de le faire. C'est à France Agrimaire que j'ai appelé de le faire, parce que ça met les agriculteurs dans une situation intenable. Je dis aussi, parce que j'évoquais l'ensemble de la filière palmipède, que nous avons eu une bonne nouvelle. Je m'étais battu avec les représentants de la filière pour cela. Les entreprises aval ont vu leur règlement d'aide pour les pertes d'exploitation validé par Bruxelles. Là aussi, ça a attendu des mois, c'était insupportable. Le voilà. Jean-Pierre Steiner, sur cette question de la, vous avez soulevé la filière élevage. Non, mais le problème de l'élevage, ce n'est pas que le problème de l'élevage. Ça part, comme vient de le dire Boris Vallaud, tout à fait en aval. Il y a déjà le couvoir, l'élevage, le gavage, le producteur, le transformateur. Toute cette chaîne, là, je le rejoins, toute la chaîne est impactée par cette crise-là. Je rejoins aussi Boris Vallaud, les indemnisations qui étaient prévues, même celles de 2016, qui ne sont toujours pas sur la première crise. La première qui vont l'être, là, en octobre. Ce retard-là, et là, je suis assez satisfait d'entendre que les agriculteurs, il faut les considérer comme des entrepreneurs. Parce que c'est en fait la qualité de leur entrepreneur qui est en cause. C'est principalement ce manque de trésorerie pour tenir leur entreprise qui leur fait défaut. Et tous ne sont pas regardés de la même façon. Moi, je trouve tout à fait, je dirais, très social et très engageant le comportement, effectivement, du Conseil général qui a fait l'avance. Alors que l'État aurait dû, effectivement, se précipiter. Les procédures telles qu'elles ont été faites, elles ont été faites à l'envers. Elles ont été faites dans le désordre. On a perdu beaucoup de temps pour faire les analyses. On a perdu beaucoup de temps pour monter les dossiers, pour obtenir les indemnités. Il y a une complexité énorme dans le dossier. L'entrepreneur dont je reviens, l'agriculteur, il doit s'appuyer sur son expert comptable. Il doit justifier les coûts de revient de sa perte. Il doit établir ses prix d'achat. Il doit monter ces dossiers-là. L'administration a perdu un temps infini dans l'analyse, dans la technicité. Là, je rejoins Boris Vallaud. C'est transmis effectivement à une autre administration et les diligences vont être faites. Boris Vallaud ? Non, je crois que ce qui est souligné là, c'est que nous avons besoin d'une administration efficace. Moi, toute ma carrière, je me suis battu pourquoi ? Pour que l'administration passe d'une culture du contrôle à une culture du conseil. Parce qu'elle n'est pas là pour nous expliquer pourquoi c'est pas possible, mais elle doit nous montrer le chemin pour faciliter la vie des gens. Sauf que c'est pas simple jusqu'à présent. Eh bien, ça n'est pas simple. C'est une révolution culturelle et nous devons la faire parce que nous sommes en train de vivre à tous les niveaux de l'État une crise de la décision publique qui affecte la démocratie. Parce que quand vous annoncez un calendrier d'aide et que ça n'arrive pas, eh bien, c'est le politique qui est décrédibilisé. Bah, vous êtes macroniste. Vous devenez macroniste et vous m'envoyez. Non, si. Non, je assure. Je m'en préserve. Le droit à l'erreur, le droit à l'erreur qui n'était pas permis. Le droit à l'erreur. Le droit à l'erreur. Qui était sanctionné. Le droit à l'erreur. Je suis prêt à y souscrire. Mais ce qui nous distingue, et ce qui fait que je ne suis pas macroniste, c'est que je ne suis pas pour un État minimal. Non, mais vous êtes pour le conseil de l'administration. Vous êtes pour transformer l'administration. Je ne suis pas pour moins de fonctionnaires. Je ne suis pas pour moins de services publics. Vous voyez. Et quand il y a 120 000 suppressions de postes, ça veut dire 800 dans les Landes. 800 dans les Landes. Comment vous allez expliquer aux Landais qu'il y aura moins d'infirmières, qu'il y aura moins d'auxiliaires de vie scolaire pour accompagner les enfants en situation de handicap, qu'il y aura moins de personnel dans les collectivités locales, à la mairie de Mont-de-Marsan, à la maison des personnes handicapées? Comment allez-vous l'expliquer? Comment allez-vous aussi expliquer, à moins que vous... Citez mon village d'Oisy, ça va faire... Non, monsieur Vallaud. Non, sérieusement, écoutez regardez, monsieur Boris Vallaud et puis répondez après. Après le second tour,
nous aurons l'annonce de la fermeture de 3 trésoreries dans la 3e circonscription, à Hamou, à Jaune et à Mugron. Le recul des services publics est à l'œuvre. C'est aussi le grand projet. C'est pour ça que je ne suis pas macroniste, je ne crois pas à moins d'État, ce qui ne m'empêche pas de croire à mieux d'État. Alors, Jean-Pierre Steiner. Mieux d'État, juste pour dire que ce que comment nous voulons, vous allez l'expliquer aux Hollandais? Je vais expliquer aux Hollandais. D'abord, je vais expliquer premièrement aux Hollandais que ce que nous attendons de l'administration, quand on appelle donc le droit à l'erreur, c'est que ce soit plus une administration sanction, mais une administration de conseil. Ça, c'est le premier point. En ce qui concerne, évidemment, nous proposons 120 000 suppressions de postes, donc 70 000 qui vont impacter les collectivités territoriales. C'est quoi 70 000 finalement? Quand j'entends les hôpitaux, oui, pourquoi pas la police? J'ai entendu l'armée. Tout ça, non. Tout ça, c'est de la fonction publique. Police, militaire, les fonctionnaires de santé sont tout à fait à part. Non. Mais donc, nous avons 36 000 communes. En 5 ans, il suffit de ne pas renouveler les départs à la retraite pour certains dans ces 36 000 communes. Mais vous voyez, ça en fait 2, ça fait 70 000. On ne cible pas sur tel et tel. On compte sur l'intelligence de cette collectivité qui est en train de se mettre en ordre, l'intercommunalité qui est en train de se faire. On espère qu'elle va se faire dans des économies d'échelle et de ressources humaines. Et on pense que ces 70 000, on ne va pas obliger les territorialités. Ensuite, il y aura 800 suppressions, mais vous savez, on ne sait pas où. Tout ça, c'est incantatoire. Tout ça, c'est incantatoire. Il y aura moins de travailleurs sociaux dans les CIAS. Il y aura moins de gens dans les écoles communales. Il y aura moins d'agents des collèges. En ce qui concerne les trésoreries, en ce qui concerne la suppression des trésoreries, non, nous sommes pour la création de maisons de services publics, au sein desquels seront regroupés la totalité des services publics, et on compte justement sur la concertation des élus au sein de la mise en place de ces intercommunalités pour savoir quel est dans l'intérêt général des usagers et non pas l'intérêt général des appareils politiques. Comment peut-on répartir le service public et où? Ça n'a rien à voir avec les appareils politiques. Alors, Boris Vallaud vous répond et on passe à autre chose ensuite. S'il vous plaît, Jean-Pierre Steiner, s'il vous plaît. L'appareil politique a déjà confisqué cette loi de réorganisation. S'il vous plaît. Il faut la libérer. S'il vous plaît. Boris Vallaud. Non, écoutez, vous savez, c'est quand même très distrayant. On parle de concertation, tout ça, de faire confiance aux maires, aux intercos. Mais la réalité, c'est que ces fermetures de trésorerie, ça va se faire sans concertation, ça va impacter, je crois, 40% de la 3e circonscription. C'est un recul du service public, vous pouvez l'expliquer comme vous voulez. Ensuite, que l'intercommunalité permette sans doute de faire des économies, des synergies, de conduire des projets plus gros que les communes elles-mêmes ne peuvent pas conduire, s'offrir. Je le conçois parfaitement, bien sûr. Mais vous savez, l'attrition des communes, vous savez, c'est des héros du quotidien, ces maires. Ils se battent pour le multiple rural. Ils se battent pour le dernier commerce, ils se battent pour que les classes ne ferment pas, ils se battent pour attirer des nouvelles populations. Et si nous ne sommes pas avec eux, nous sommes contre eux. Boris Vallaud, en quelques mots, parce que le débat s'achève, si vous êtes élu, quelle sera votre priorité? Moi, le premier acte que je ferai si je suis élu député, c'est d'aller voir le nouveau ministre de l'Agriculture pour appeler l'État à ses responsabilités. Parce qu'on a parlé de la filière canard, mais on pourrait aussi parler de la filière bovine, on pourrait parler de la filière viande. Laitière. Et nous avons des vrais problèmes. Nous avons une PAC qui va se négocier. Et nous devons être au rendez-vous 2020-2025. Jean-Pierre Steiner, même question. Votre priorité si vous êtes élu? Ma priorité, vous l'avez compris, je n'ai pas pu répondre à la question. Je suis évidemment, elle est nationale et à la fois elle est locale. Au point de vue national, vous l'avez compris, je suis commissaire de police, j'ai été spécialisé dans la lutte contre la corruption. Je porterai un intérêt à la loi de moralisation et de la transparence. J'irai même plus loin, j'essaierai de la décliner au niveau du territoire. Boris Vallaud, encore plus loin. Si vous êtes battu, que ferez-vous? Vous restez dans les Landes? Et moi, vous savez, j'ai une vie d'engagement. D'engagement qui était comme fonctionnaire au service du bien public. Il y a dans ces élections une autre forme d'engagement. Je continuerai d'être engagé pour les Landes, comme je l'ai été depuis des années. Jean-Pierre Steiner, même question. Si vous êtes battu, vous restez dans les Landes? Si je suis battu, je suis viticulteur dans les Landes. Je réussis mieux la vigne que le vin. J'espère pouvoir faire enfin une vraie bouteille. Voilà un vrai projet. Une vraie bouteille, voilà. C'est réussir bon vin. Et ce sera donc le mot de la fin. Merci messieurs, et bonne fin de campagne à vous deux. Le verdict, ce sera donc dimanche soir au terme du 2e tour, édition spéciale dès 20h, à suivre bien sûr sur France 3 Aquitaine. Les résultats, les commentaires, les réactions, les invités, nous serons sur l'ensemble du territoire. Merci à vous, merci à tous, belle soirée.